Bon, bah alors, exercice 19. Alors, c'est un exercice dans lequel il y a les notions de théorème de Gauss et de dipôle électrique. Alors, exercice 19, soit deux plans infinis, parallèles et chargés en surface avec des densités respectives de sigma et sigma. Alors, pour une fois, on a une densité de charge qui est négative, donc sigma est négative. Premièrement, déterminer le champ électrique E dans les régions A, B et C. Alors, A se trouve au-dessus du plan chargé avec la densité 2 sigma. B se trouve entre les deux plans. Et C se trouve en dessous du plan chargé avec la densité sigma. Alors ensuite, on place un dipôle successivement dans les trois régions avec une orientation arbitraire θ. Alors θ, faites bien attention, c'est juste l'orientation du dipôle par rapport à la direction horizontale. Ce n'est en aucun cas l'angle qu'il y a entre le champ électrique et l'orientation du dipôle. On verra ça tout à l'heure. Alors, déterminer en fonction de sigma, θ et p l'énergie potentielle du dipôle dans chacune des trois régions et en déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. Alors, je vous ai mis des remarques. D'abord, il faut garder à l'esprit que la densité de charge est négative. Faut vous rappeler que le cas du plan infini a été traité en cours, donc il faut normalement vous avez regardé votre cours avant de venir en TD, donc on a déjà fait ce calcul. Et ensuite, on nous demande de champ dans chacune des trois régions, et bien on va appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition. Alors je vous rappelle qu'on a déjà appliqué le principe de superposition quand on avait des charges ponctuelles. Alors on prenait chacune des charges comme si elle était seule et ensuite on additionnait tous les champs. Et bien ici on va faire la même chose. On va traiter chaque plan comme si l'autre n'existait pas et on va faire la somme des deux champs qu'on va obtenir. Alors, on passe au calcul du champ. Donc on va appliquer les différentes étapes du théorème de Gauss. Alors, première étape, eh bien, on a déjà vu cette configuration de plan infini. Hein. Le champ est perpendiculaire au plan. Alors, ici, la différence avec ce qu'on a vu en cours, c'est qu'en cours, on a pris un sigma positif. Donc, le champ avait un sens répulsif. Ici, il va avoir un sens attractif, puisque sigma est négatif. Alors, les surfaces de Gauss, eh bien, ça sera, pour chacun des plans, eh bien, ça sera un cylindre d'axe perpendiculaire au plan et de base S. D'accord? Alors, je vous rappelle ce qu'on avait vu en cours. Juste pour vous montrer la surface. Alors, on avait trouvé que le champ était perpendiculaire au plan et répulsif parce qu'on avait pris une densité de charge positive. Mais ici, comme on a pris une densité de charge négative, ça veut dire que le champ, eh bien, il est attractif. C'est-à-dire, au-dessus, là où j'ai mis le point M, le champ est vers le bas et en dessous, le champ est vers le haut. Alors, voilà donc la surface de Gauss avec mon cylindre qui va avoir une base S qui va traverser le plan chargé. D'accord? Voilà le cylindre. Alors, dans le dessin que vous avez vu dans cet exercice,
Ben, j'ai juste dessiné, j'ai pas dessiné les plans en, en perspective, je les ai pas dessinés à 3 dimensions, c'est-à-dire que j'ai juste dessiné là où le plan horizontal coupe l'écran. D'accord? Donc, imaginez un plan horizontal, l'écran est vertical, donc ce qu'on voit ici, c'est juste l'endroit où mon plan chargé coupe le plan de votre écran. Alors, on a dit que le champ était attractif et perpendiculaire pour des raisons de symétrie, il est perpendiculaire au plan. Alors, on regarde de l'autre côté mon, mon plan de densité de charge sigma, c'est-à-dire sigma 2 fois plus petite que la densité de charge que j'ai sur le plan du haut. Ça veut dire que le champ que je vais obtenir, eh ben, il sera 2 fois plus petit que le champ E2 sera certainement 2 fois plus petit que le champ E1. D'accord? Alors, pour le moment, on regarde pas les modules, on regarde juste l'orientation des champs. Donc, E2 est attractif, d'accord? Donc, vers le bas si je suis au-dessus du plan et vers le haut si je suis en dessous du plan. D'accord? Alors, je cherche donc le flux du champ électrique E1 à travers cette surface fermée qui est le cylindre. Alors ici aussi, j'ai dessiné un rectangle, mais en réalité, c'est juste là où le cylindre coupe l'écran. Hein. C'est pour ça que vous ne voyez que des pointillés. Alors, on a déjà vu ça dans le cours en détail. Le flux à travers la surface latérale est égal à 0 parce que vous allez avoir tous les ds qui seront horizontaux et le champ électrique qui est vertical. Donc, tous les produits scalaires EDS vont être égaux à 0. Et il n'y aura que le flux à travers les deux bases S1 et S2 et qui vont compter. Il n'y a que ces deux flux-là qui vont compter. Et je vais avoir phi 1 égale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un signe moins ici? Alors, je vous rappelle que le flux, c'est le produit scalaire à travers la surface S ici. Le flux, c'est le produit scalaire E1 par S. Alors, d'où vient le signe moins qu'on retrouve ici? Non. Non, pour le moment, ça vient pas de sigma. Pour le moment, on s'intéresse pas du tout à la charge. Hein. On calcule le flux, donc on s'intéresse juste au produit scalaire des deux vecteurs E1 et S. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux vecteurs? Exactement. Exactement, Audash. C'est que l'angle qu'il y a entre E1 et S, eh ben c'est pi, c'est 180 degrés. Donc, quand vous cherchez le produit scalaire E1S, vous faites module de E1 par module du vecteur S, c'est-à-dire la valeur de la surface, multiplié par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux, et l'angle qu'il y a entre les deux, eh ben c'est 180 degrés. Donc, vous avez un signe moins qui apparaît ici. Ça va? Alors, on a donc le flux à travers la base du haut qui vaut moins E1S et plus le flux à travers la base du bas qui sera égal aussi à moins E1S. Donc, vous avez 2 fois moins E1S. C'est bon? Alors, vous avez vu que j'ai mis en pointillé l'emplacement du plan du bas. Hein. Ça veut dire que ici, j'ai fait comme si le plan du bas n'existait pas. Je ne considère que le plan du haut. Alors, on va faire la même chose avec le plan du bas. Vous regardez la figure de droite. Je fais comme si le plan du haut n'existait pas. C'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. Et je vais regarder uniquement le flux du champ E2 qui est créé par ce plan de densité de charge sigma à travers ma surface de Gauss qui est le cylindre.
C'est bon? Alors, j'ai donc phi2 égale 1 produit scalaire E2 fois S. Comme les deux vecteurs sont de sens opposé, ben, je vais avoir un signe moins. Donc, moins module de E2 par module de S, plus le flux à travers la base du bas, c'est-à-dire encore une fois, moins E2, moins module de E2 multiplié par S. C'est bon? Alors, voyez bien que ce que ça change, le fait d'avoir une distribution de charge négative, c'est le signe du flux. Au lieu d'avoir un flux positif, vous avez un flux négatif. C'est-à-dire que les lignes de champ, au lieu de sortir de la surface de Gauss, elles vont entrer dans la surface de Gauss. Alors, on passe maintenant à la troisième étape, le calcul, à la quatrième étape, pardon, le calcul des charges intérieures. Eh bien, il faut regarder dans chacun des cas quelle est la charge qui est enfermée dans cette surface de Gauss. Alors, vous regardez la figure de gauche. Donc, on s'intéresse à la surface de Gauss qui concerne le plan du haut, d'accord, qui a une charge de sigma. Et vous voyez bien que ce qui est enfermé dans ce cylindre, c'est juste cette partie que j'ai dessinée en rouge. D'accord? Alors, j'ai dessiné un trait, un trait, mais en réalité, c'est quoi? Quelle est la forme de cette surface? Je reviens, voilà. Oui, exactement. C'est un disque. Merci, Tadir. Alors voilà, vous avez votre cylindre qui traverse votre plan. Et ce que je cherche, c'est quelle est la charge qui est enfermée dans ce cylindre. D'accord? Il y a la charge qui est enfermée dans ce cylindre. C'est juste la partie du plan qui est traversée par mon cylindre, ma surface de gauche. Donc, vous voyez, c'est la partie, c'est le disque que j'ai représenté en rose ici. Mais sur le dessin dans l'exercice, eh bien, on a juste montré comment est-ce que le plan chargé coupe l'écran. Et donc mon disque, eh bien, il va être un disque qui sera à l'horizontale, d'accord, et qui sera intercepté par le cylindre sur ce plan de densité de charge de sigma, d'accord. Donc la charge intérieure, eh bien, ça sera la densité de charge, donc 2 sigma, multiplié par la surface du disque, qui est le même que les deux bases sur lesquelles j'ai calculé mon flux. Hein. Le S, vous êtes d'accord que le S ici, la base du haut, la base du bas et le petit disque qui est intercepté ici, ils ont tous la même surface S. D'accord? Voilà donc pour la charge intérieure, pour le plan du haut, hein. D'accord? On va refaire la même chose. Je vous rappelle que à chaque fois, on fait comme si chacun des plans était tout seul, hein. C'est-à-dire que j'aurais pu faire les choses, d'ailleurs on va le faire dans cet ordre, hein. On a regardé la direction et le sens du champ, on a calculé le flux, je fais comme s'il y avait que ce plan. Je calcule la charge intérieure, d'accord? Je trouve 2 sigma S, et j'en déduis le champ. Alors le champ, je dis que le flux à travers la surface de Gauss
qui est ce cylindre-là, le flux du champ électrique E1, j'ai dit que c'était phi1 égale à moins 2 E1S égale à la charge intérieure sur epsilon 0, d'accord? Eh bien, j'écris que j'ai le flux, on a trouvé quelque chose de négatif, égal à 2 sigma S, c'est ma charge enfermée ici, celle qui est en rouge, d'accord? Divisé par epsilon 0. Alors, vous constatez que le S et le 2 se retrouvent des deux côtés, ce qui fait que le module de E1 est égal à moins sigma sur epsilon 0. Alors, est-ce que c'est normal que j'ai un signe moins alors qu'il s'agit d'un module? Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est normal que j'ai un signe moins? Oui, exactement. Hessas Imen nous dit, oui, c'est normal parce que sigma est négatif, d'accord? Donc, j'ai bien le module de E1 qui est égal à moins sigma étant négatif, donc ça va donner quelque chose de positif, divisé par epsilon 0. Exactement. Alors, je reviens à mon deuxième plan. Je fais comme si celui du haut n'existait pas, hein. Donc, je reviens, je remonte à mon flux, d'accord? Alors, on avait trouvé la direction et le sens du champ E2 produit par ce plan. On a trouvé que phi2, c'était moins 2 fois le module de E2S, d'accord? C'était le flux à travers cette base plus le flux à travers celle-là. Donc, ça donnait quelque chose des flux négatifs. Alors, ensuite, calcul de la charge intérieure. Eh ben, c'est la charge portée par le petit disque de surface S et de densité de charge sigma, d'accord? Puisque la densité de charge sur ce plan, c'est sigma. Ça va? Et j'écris maintenant le théorème de Gauss, c'est-à-dire que j'écris que phi 2, c'est égal à la charge Q2 divisé par epsilon 0. Alors, on y va. Voilà. Donc, phi 2 égale à Q2 sur epsilon 0. Phi 2, on a trouvé que c'était moins 2 fois module de E2S égale à sigma S sur epsilon 0. Alors, encore une fois, eh bien, je trouve un module du champ E2 qui est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Alors, encore une fois, c'est parfaitement normal qu'il y ait un signe moins ici, puisque sigma est négative et que je suis en train de chercher le module du champ qui, lui, doit être positif. Alors, je récapitule. On a calculé le champ des deux côtés, c'est-à-dire comme s'il n'y avait que le plan du haut, d'accord, tout seul, sans le plan du bas. On a trouvé E1. Ensuite, on a calculé le champ produit par le plan du bas comme si celui du haut n'existait pas. Et on a trouvé E2. D'accord? Alors maintenant, il va falloir que j'écrive que le champ total, eh ben, c'est la somme des deux. D'accord? Bon, eh ben, on y va. Pour le plan de densité de charge de sigma, la région A se trouve au-dessus et la région B et la région C se trouvent en dessous. D'accord? C'est bon? Alors, je vous rappelle qu'on avait trouvé que le champ était vers le bas au-dessus du plan et vers le haut en dessous du plan. Donc, je reviens. Vers le bas au-dessus du plan et vers le haut en dessous du plan. J'ai obligé de bien séparer mes régions A, B et C et je dois dessiner le champ E1 dans chacune de ces régions.
Est-ce que c'est d'accord? Bon, alors on va s'intéresser maintenant au champ E2. D'accord? Le champ E2 est produit par le plan du bas. Alors, je remonte. J'ai trouvé que le champ E2 était vers le bas au-dessus du plan et vers le haut en dessous du plan. Ça va? Alors, je reviens à mon plan du bas. Pour lui, les régions A et B, c'est tout ce qui est au-dessus. Et la région C, c'est ce qui est en dessous. D'accord? Donc, mon champ, il va être vers le bas dans la région A, vers le bas dans la région B et vers le haut dans la région C. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces orientations du champ E1 et du champ E2? Ça va? D'accord. Alors, maintenant, je récapitule dans la figure de droite. Je fais la somme de E1 et de E2. D'accord? Alors, j'ai deux champs qui ont E1 un module 2 fois plus grand que E2. D'accord? Donc, je vais avoir, ils sont tous les deux dans le même sens. Donc, je vais avoir le champ total qui sera 3 fois le champ E2 ou bien le champ E1 multiplié par 3 demi en module. Hein. Et son orientation, ça sera vers le bas. C'est bon pour la région A? Alors, pour la région B, j'ai le champ E1 qui est vers le haut et le champ E2 qui est vers le bas. Quand je fais la somme de ces deux vecteurs, ça revient à faire la différence des modules et j'aurai un champ qui sera vers le haut, mais qui aura pour module le module de E1 moins le module de E2. D'accord? Alors, région C, vous avez E1 plus E2 qui sont tous les deux vers le haut. Donc, le champ total, ce sera un champ qui sera vers le haut et qui aura pour module la somme des modules. Voilà. Alors ça c'est pour la direction, le sens et à peu près les modules. Donc on va voir ce qu'il en est du module. Voilà. Alors on voit que le champ dans chacune des régions est vertical. Alors on va l'écrire avec le vecteur unitaire K. On va considérer que l'axe vertical c'est l'axe OZ, qu'il est orienté vers le haut, d'accord, et que le sens positif va être donné par le vecteur K. Alors, dans la région A, je reviens. Alors, donc dans la région A, on a trouvé un champ qui est orienté vers le bas et mon axe OZ étant orienté vers le haut, ça veut dire que mon vecteur K est vers le haut. Donc, si je veux écrire E en fonction du vecteur K, je vais dire que c'est moins le module de E multiplié par le vecteur K. D'accord? Le signe moins, il indique que le vecteur E est vers le bas, alors que le vecteur K est vers le haut. C'est clair? Alors, dans la région B, le champ va être dans le sens de K. Donc, je vais dire que c'est plus module de E multiplié par le vecteur K. Et dans la région C, le champ est également dans le sens de K. Donc, je vais dire que E, c'est le module de E multiplié par le vecteur K. Alors, je reviens à mes expressions. Donc, dans la région A, j'ai un champ qui est vers le bas. Je dis que c'est moins module de E multiplié par K, en sachant que, on a déjà vu ça tout à l'heure, que le module du champ E, c'est le module de E1 plus le module de E2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme module?
On avait trouvé que le module de E1, c'était moins sigma sur epsilon 0 et que le module de E2, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, on fait la somme et on a moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Alors, le vecteur E, je vous rappelle que c'est moins le module de E par K. Le module de E, j'ai trouvé que c'était moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Avec ce signe moins, ça devient plus. Donc, E égale à 3 sigma sur 2 epsilon 0 K. Alors, encore une fois, mon vecteur K est vers le haut, mon vecteur E est vers le bas. Et dans mon équation, je n'ai pas de signe moins qui apparaît. Est-ce que c'est normal? Puisque le sens des deux vecteurs E et K sont des sens opposés, est-ce que c'est normal que je n'ai pas de signe moins ici? D'accord? J'ai bien écrit que E, c'est moins. C'est pas normal? J'ai écrit que E, c'est moins le module de E par K. D'accord? Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est parce que sigma est une densité de charge négative. Donc, c'est parfaitement normal. Ce terme-là, 3 sigma sur 2 epsilon 0, ça va être un terme négatif. Donc, ça dit bien que le vecteur E et le vecteur K sont de sens opposés. Ça veut dire que E est vers le bas quand le vecteur unitaire K est vers le haut. C'est bon? Alors, on passe à la région B. Alors, dans la région B, on a trouvé que les champs, je vais remonter à la région B hein, pour se rappeler ce qu'on a. Ah, voilà. Voilà ce qu'on a trouvé dans la région B. On a trouvé que c'était des champs contradictoires. Il y en a un qui est vers le haut et l'autre vers le bas. Et que quand on fait la somme de ces deux vecteurs, eh bien, on trouve un vecteur qui est vers le haut et qui a pour module la différence des modules des deux vecteurs. Alors, j'écris donc que le module de E, c'est E1, module de E1 moins module de E2. Donc, j'écris la différence. J'avais trouvé que j'avais moins sigma sur epsilon 0 et moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ce qui va me rester, ce sera moins sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Comme E est dans le sens de K, et bien, j'obtiens E égale, alors j'écris le module de E qui est moins sigma sur 2 epsilon 0, multiplié par le vecteur unitaire K, et j'obtiens un vecteur E qui est dans le sens de K, d'accord? Et c'est normal puisque cette quantité-là est positive, sigma étant négatif, tout ça va être positif, et donc E est bien dans le sens de K. Alors, on va retourner voir ce qui se passait dans la région C. Alors, dans la région C, ben, on avait les deux champs qui étaient tous les deux vers le haut. Donc, le champ résultant est vers le haut. D'accord? Donc, il est dans le même sens que le vecteur unitaire K. Alors, j'écris donc que E, cette fois, il est dans le sens de K. Donc, j'écris que c'est plus le module de E multiplié par K. Sachant que le module de E, ben, c'est la somme des modules, puisque ce sont des vecteurs parallèles et dans le même sens. Alors, on fait la somme des deux. C'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Et on a le champ E qui s'écrit en fonction du vecteur K avec une constante ici qui est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Comme sigma est négatif, ça me donne bien un champ E
qui est dans le sens de K. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette manière de calculer le champ en appliquant le théorème de Gauss et le principe de superposition? C'est bon? D'accord. Alors, on passe à la question sur l'énergie potentielle. Alors, on vous demande de calculer l'énergie potentielle du dipôle dans chacune des régions. Alors, l'énergie potentielle d'un dipôle, vous vous rappelez que c'est moins le produit scalaire PE, le produit scalaire du moment dipolaire électrique par le champ électrique dans lequel vous mettez votre dipôle. Alors, quand on met le dipôle dans la région A, eh bien, il va être soumis au champ qu'on a trouvé ici. Si on le met dans la région B, eh bien, il va être soumis à ce champ-là, c'est-à-dire ce que j'ai dessiné en rouge ici. Et si vous le mettez dans la région C, eh bien, il est soumis à un champ qui est vers le haut et qui a pour module moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Alors, on cherche donc l'énergie potentielle dans chacune des régions. Donc, on écrit le produit scalaire moins PE, donc moins module de P par module de E par le cosinus de l'angle qu'il y a entre P et E. Alors, regardez bien, entre P et E, c'est cet angle alpha. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est par rapport à l'angle θ? Eh bien, l'angle θ, vous regardez votre énoncé. L'angle θ, il n'y a pas les pointillés. L'angle θ, c'est par rapport à la direction horizontale. D'accord? C'est cet angle-là qui est pris entre P et la direction horizontale. Donc, alpha, si on voulait l'écrire en fonction de θ, eh bien, ce serait θ plus pi sur 2. D'accord? Donc, on écrit que dans la région A, l'énergie potentielle, c'est moins le module de P par le module de E par le cosinus alpha qui, lui, est égal au cosinus de θ plus pi sur 2. D'accord? Alors, vous connaissez vos relations de trigo. Le cosinus de θ plus pi sur 2, eh bien, c'est moins sinus θ. On a déjà rencontré cette transformation en mécanique. Hein. Alors, ça veut dire que à la place du cosinus θ plus pi sur 2, je mets moins sinus θ. J'avais déjà un signe moins. Avec celui-là, ben, j'obtiens un plus. D'accord? Donc, l'énergie potentielle dans la région A, c'est le module de P par le module de E dans la région A par le sinus θ. Alors, il faut se rappeler ce qu'on a trouvé comme champ dans la région A. Alors, on cherche, on a dit le module de E. Hein. Le module de E, dans la région A, on a trouvé que c'était moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle, je remplace E, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 par le module de P par sinus θ. C'est bon? Alors, la question qui était posée, c'était déterminer en fonction de sigma, θ et P, le vecteur P, l'énergie potentielle du dipôle. Donc, on a bien mis sigma, θ et le module du vecteur P. Alors, on passe à la région B. Alors, région B, on fait le calcul de l'énergie potentielle du dipôle. Alors, attention, le dipôle, il est pas partout à la fois. Hein. Il est soit dans la région A, soit dans la région B, soit dans la région C.
On a regroupé dans cette figure les trois possibilités, mais un même dipôle ne peut pas se trouver à trois endroits différents. Il peut pas se trouver en même temps à trois endroits différents. Il est soit ici, soit là, soit là. Alors, donc je suis dans la région B et je vais calculer l'énergie potentielle du dipôle quand il se trouve dans la région B. Alors, toujours pareil, l'énergie potentielle, c'est moins le produit scalaire PE. Alors, moins module de P par module de E, par le cosinus de l'angle qu'il y a entre P et E. Alors, regardez bien, l'angle ici, c'est l'angle entre la direction de P et la direction de la verticale. Or, mon angle θ, vous vous rappelez que l'angle θ, c'était entre l'horizontale et la direction de P. Alors, ça veut dire quoi? Quelle est la relation qu'il y a entre alpha et θ? Eh bien, alpha, c'est pi sur 2 moins θ. C'est l'angle complémentaire de l'angle θ. Alors, on écrit que le produit scalaire PE, eh bien, c'est P, module de P par module de E, par le cosinus de alpha, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 2 moins θ, et le cosinus de pi sur 2 moins θ, eh bien, il se trouve que c'est le sinus de l'angle θ. Donc, je vais pouvoir écrire que l'énergie potentielle, c'est moins P, module de P, par module de E, par le cosinus alpha, qui est égal au sinus θ. Donc, je mets le sinus θ ici. Alors, je remplace le module de E par l'expression que j'ai trouvée dans la région B. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la région B? On a trouvé que le module de E, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, je remplace. D'accord? Je remplace module de E par moins sigma sur 2 epsilon 0. Avec ce signe moins, ça va me donner plus sigma module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Alors, il y a une erreur ici. C'est pas la région B, c'est la région C. Une seconde. Hein. La cloche est en train de t'envoyer des messages. Alors, dans la région C, il faut que je corrige ça. Hein. Sinon, ça restera. Bon. Bon. J'ai perdu ma barre d'outils. Bon, peu importe. Bon, alors, tant pis. Donc, vous corrigez ça sur vos documents. C'est la région C. Alors, j'écris encore une fois que l'énergie potentielle, c'est moins le produit scalaire PE. Donc, moins module de P par module de E par le cosinus de alpha. Et ici, l'angle alpha, il est le même que dans la région B, c'est-à-dire que c'est pi sur 2 moins θ. Donc, moins P, E, cosinus de pi sur 2 moins θ, qui lui, ce cosinus vaut sinus θ. Donc, j'ai l'énergie potentielle qui est égale à moins P
E sinus θ. Donc l'énergie potentielle, je vais regarder quel était le module du champ que j'avais trouvé dans la région C. Eh bien, c'était le module de E, il valait moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc, je remplace ici. L'énergie potentielle est égale. Il y a un signe égal de trop. Hein. L'énergie potentielle, c'est 3 sigma module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Voilà. Est-ce que c'est bien clair ces calculs d'énergie potentielle? Ça va? D'accord. Alors, on va chercher maintenant les positions d'équilibre. Alors, les positions d'équilibre, on vous demande dans la question petit b, en déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. Alors, vous avez déjà une petite idée des positions, de l'orientation du dipôle dans sa position d'équilibre stable ou sa position d'équilibre instable. On a déjà vu ça en cours. Le dipôle sera dans une position d'équilibre stable si le vecteur P est de même sens, aligné avec le champ, c'est-à-dire même direction, même sens que E, d'accord? Donc, dans la région A, le dipôle devra être orienté vers le bas. Dans la région B, le dipôle devra être orienté vers le haut. Et dans la région C, le dipôle devra être orienté vers le haut. C'est-à-dire qu'on sait que dans la position d'équilibre stable, le moment dipolaire électrique doit être aligné avec le champ. Il va être dans la même direction et le même sens. Et dans la position d'équilibre instable, eh bien, il va être de sens opposé. Il va être dans la direction du champ, mais dans le sens opposé à celui du champ. D'accord? Alors, on sait tout ça, mais nous, ce qu'on nous a demandé, c'est en déduire donc de ce calcul, les positions d'équilibre stable et instable. Alors, je vous rappelle que dans le cours sur le dipôle, on avait constaté que la position d'équilibre stable correspondait à un minimum d'énergie potentielle du dipôle et que la position d'équilibre instable correspondait à un maximum pour l'énergie potentielle du dipôle. Alors, on regarde. Alors, donc, ça c'est la définition. Hein. La position d'équilibre stable P parallèle à E correspond au minimum de l'énergie potentielle et la position d'équilibre instable correspond à un maximum. Alors, on reprend nos trois résultats, d'accord? Et on va chercher pour quelle valeur de θ est-ce que cette énergie est minimale. Alors, on prend la première. Donc, dans la région A, on a trouvé que c'était moins 3 sigma module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Alors, la quantité qui est devant le sinus, est-ce qu'elle est positive ou négative? Alors, positive ou négative? Oui, positive, d'accord? Parce que j'ai un signe moins et que mon sigma est négatif, d'accord? Donc, l'énergie potentielle sera minimale, puisque j'ai un signe plus ici. L'énergie potentielle sera minimale quand sinus θ sera minimal. Quand est-ce que sinus θ est minimal? Eh bien, c'est quand θ est égal, c'est quand sinus θ vaut moins 1, c'est-à-dire quand θ est égal à moins pi sur 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que cet angle θ égale à moins pi sur 2? Ben, regardez bien votre angle θ, il est pris par rapport à la direction de l'horizontale. Donc, moins pi sur 2, si vous tournez votre dipôle de manière à ce que l'angle fasse moins pi sur 2, ben vous voyez bien que le dipôle, il va être orienté vers le bas. Il va être parallèle au champ et dans le sens du champ. Voilà. Alors,
cette énergie potentielle sera maximale quand, puisque tout ce terme-là est positif, eh bien l'énergie potentielle sera maximale quand le sinus θ sera maximal. C'est-à-dire quand sinus θ vaut 1, donc quand θ vaut plus pi sur 2. On vérifie ici. Si θ est égal à plus pi sur 2, θ c'est par rapport à l'horizontale, je répète encore une fois. Hein. Donc si θ est égal à pi sur 2, eh ben, ça veut dire que le moment dipolaire électrique va être orienté verticalement vers le haut, d'accord, alors que le champ est vers le bas. C'est bien une position d'équilibre instable. Alors, dans la région B, on a trouvé ce résultat-là. Donc, sigma module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Vous voyez bien que cette quantité-là qui est devant le sinus, cette fois, elle est négative, puisque le sigma est négatif. Donc, l'énergie potentielle sera minimale quand le sinus sera maximal. Donc, quand θ vaut plus pi sur 2, ça veut dire quand le moment dipolaire électrique est orienté vers le haut, et vous voyez bien qu'il va être parallèle au champ, dans le sens du champ, donc c'est bien une position d'équilibre stable. Alors, l'énergie potentielle sera maximale quand le sinus θ sera minimal, puisque j'ai quelque chose de négatif dedans. D'accord? Donc, l'énergie potentielle sera maximale quand sinus θ sera minimal, c'est-à-dire quand le dipôle sera orienté vers le bas, donc son moment dipolaire électrique sera vers le bas, alors que le champ électrique est vers le haut, d'accord? Ça veut dire que je suis bien dans une position d'équilibre instable. Alors, dernier cas, région C, ben, je regarde l'expression de mon énergie potentielle. Encore une fois, ce terme qui est devant le sinus est négatif à cause du sigma qui est négatif. Donc, l'énergie potentielle sera minimale quand le sinus θ sera maximal. Donc, pour θ égale à plus pi sur 2. D'accord? θ égale à plus pi sur 2, c'est quand le dipôle, il fait un angle de pi sur 2 par rapport à l'horizontale vers le haut. Donc, il sera dans le sens et dans la direction du champ. Donc, c'est bien une position d'équilibre stable. Et cette énergie potentielle sera maximale quand le sinus θ sera minimal, c'est-à-dire pour θ égale à moins pi sur 2. Voilà. Voilà donc le récapitulatif de ce qu'on vient de voir. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors, j'arrête